20 médecins se relèvent pour assurer des gardes intensives, mais aucun ne parvient à enrayer le déclin du mania hospitalisé. Tous les tests échouent, tous les traitements échouent, et la vie du millionnaire semble s'éteindre à chaque minute qui passe. Mais dans les couloirs silencieux, une fillette de 7 ans, la fille de la femme de ménage, voit ce que les experts ne peuvent pas voir et elle accomplit l'impossible. Cette histoire vous intéresse? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Les machines surveillant les signes vitaux de Maxwell Max Reynolds émettaient un bip régulier et inquiétant dans la luxueuse suite privée de l'LVP du Boston General. 20 des meilleurs spécialistes du pays s'étaient succédés dans cette chambre au cours des 3 dernières semaines. Chacun d'entre eux était reparti avec la même expression perplexe. Le magnat de la technologie âgé de 56 ans et fondateur de Reynolds Quantum, la société révolutionnaire d'informatique quantique, sur le point d'annoncer une fusion historique de 87 milliards avec un géant européen. Tech Fusion se détériorait sous leurs yeux et personne ne pouvait expliquer pourquoi. « Je veux un autre panel toxicologique », ordonna le Dr. Westfield, directeur de l'hôpital. Le neurologue en chef secoua la tête. « Nous avons tout refait 2 fois. Analyse sanguine, liquide céphalorachidien, échantillon de tissu. Les tests conventionnels ne montrent rien. Quelle que soit la cause, elle ne figure pas dans nos protocoles standards. » Max remua faiblement sur son lit d'hôpital. Autrefois imposant et robuste, avec sa barbe poivre et celle caractéristique et son regard pénétrant qui avait fait la couverture de Forbes et Time, il semblait désormais affaibli, la peau pâle, la respiration difficile. L'annonce de la fusion était prévue dans 2 semaines et les rumeurs concernant sa mystérieuse maladie avaient déjà fait chuter le cours de l'action Reynolds Quantum. Dans le couloir, Sarah Mitchell poussait silencieusement son chariot de nettoyage, la tête baissée, son badge d'identification bien visible sur son uniforme. À 34 ans, son visage reflétait la détermination tranquille de quelqu'un qui avait assumé trop de responsabilités, trop jeune. 8 ans plus tôt, elle était Sarah Mitchell, une étudiante prometteuse en chimie, bénéficiant d'une bourse complète au MIT, à seulement 3 semestres de l'obtention de son diplôme. Puis l'accident inattendu de ses parents l'avait laissée responsable de ses 3 jeunes frères et sœurs, et l'éducation était devenue un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle travaillait désormais de nuit au Boston General, gagnant juste assez pour joindre les 2 bouts et payer le petit appartement qu'elle partageait avec sa fille de 7 ans, Emily. La prime de nuit de l'hôpital lui permettait de survivre et de respirer un peu, même si cela signifiait qu'Emily devait parfois l'accompagner lorsque les babysitters ne pouvaient pas venir. « Reste dans le chariot et ne fais pas de bruit », murmura Sarah à Emily, qui était assise cachée derrière les bouteilles de produits nettoyants dans le chariot. Elle tenait fermement un cahier usé dans ses petites mains. « Juste ce soir, d'accord? Madame Peters s'est fait porter malade et je n'ai trouvé personne d'autre. » Emily acquiesça solennellement, ses yeux bruns sérieux, si semblables à ceux de Sarah, scrutant par-dessus le bord du chariot. Contrairement à d'autres enfants qui auraient pu s'agiter ou se plaindre, Emily avait développé une patience remarquable pour ses aventures nocturnes occasionnelles. Elle avait appris à se rendre presque invisible, observant tout avec la même curiosité scientifique que Sarah lui avait inculquée dès son plus jeune âge. Leur petit appartement manquait peut-être de luxe, mais il regorgeait de projets scientifiques improvisés. Là où d'autres mères auraient enseigné la pâtisserie, Sarah avait enseigné les réactions chimiques, les volcans de vinaigre, les indicateurs maison qui changeaient de couleur, les expériences de cristallisation sur des ficelles de cuisine. La science était leur langage d'amour, leur lien spécial. Sarah nettoya méthodiquement le couloir, tout en gardant un œil sur sa fille qui s'approchait du poste des infirmières. L'infirmière en chef de nuit, Diane, leva les yeux. La chambre VIP a besoin d'un petit nettoyage. Apparemment, le grand technicien a reçu des visiteurs plus tôt qui ont laissé des miettes partout. Les riches, je vous jure, acquiesça Sarah. Je m'en occupe tout de suite. La sécurité fait sa ronde dans 10 minutes, ajouta Diane sans méchanceté. Gardez votre petite ombre hors de vue. Oui, je n'ai rien vu, mais Peterson est de service ce soir et il suit les règles à la lettre. Sarah rougit. Elle pensait qu'ils étaient discrets. Merci, Diane, j'apprécie. Nous faisons tout ce que nous avons à faire, répondit l'infirmière avec un regard complice. Fais juste attention.
Sarah poussa son chariot vers la suite VIP, attendant que le médecin traitant soit parti avant d'entrer. À l'intérieur, la pièce ressemblait moins à un espace hospitalier qu'à un hôtel de luxe, avec un mobilier sur mesure, un éclairage d'ambiance et des équipements médicaux de pointe parfaitement intégrés au décor. Maxwell Reynolds dormait, sa respiration était superficielle. Les moniteurs clignotaient et affichaient des mots. Pendant un instant, Sarah ressentit l'énorme fossé qui séparait leur vie, la sienne brillante, récompensée et reconnue, et celle de Maxwell, qui avait peut-être le même potentiel, mais qui avait été déraillée par les circonstances. Elle chassa rapidement cette pensée et se mit à essuyer efficacement les surfaces et à vider les petites poubelles. Emily restait cachée mais alerte, observant à travers un petit interstice dans les fournitures. Sa mère lui avait appris que l'observation était le fondement de toute science. Pendant que Sarah travaillait, Emily remarqua un pot de crème sur la table de chevet qui semblait coûteux avec son logo subtilement gravé. À côté se trouvait une carte manuscrite pour soulager l'inconfort. « Utilise-le généreusement, mon vieil ami. Derek. » Le téléphone sonna soudainement, les surprenant toutes les deux. Sarah se figea en plein mouvement, mais le bruit ne réveilla pas Reynolds. Après 3 sonneries, il se tut. « Tout est prêt ici, » murmura Sarah, faisant signe à Emily de rester cachée, tandis qu'elle repoussait le chariot dans le couloir. Alors qu'elle se dirigeait vers le placard à balai, Madame Jenkins, la superviseuse de nuit, tourna au coin. Une femme mince aux lèvres pincées en permanence et aux lunettes à monture métallique. Elle portait son bloc-notes comme une arme. « Mitchell, dit-elle d'un ton sec, regardant le chariot avec suspicion. Vous êtes dans sa suite VIP depuis un certain temps. Ah, tu pas de temps. Je suis juste minutieuse, Madame Jenkins, répondit Sarah d'un ton neutre. Le Dr. Westfield a mentionné l'importance d'une désinfection supplémentaire pour M. Reynolds. Jenkins prit note sur son bloc-notes. Vous êtes affecté ici depuis 3 mois maintenant. C'est exact. Oui, madame. On nous a signalé que vous preniez des pauses prolongées ou que vous disparaissiez de votre section. Sarah sentit sa gorge se serrer. Je vous assure que j'accomplis toutes mes tâches dans les délais impartis. Veillez à ce que ce soit le cas. Cet hôpital applique des protocoles stricts, en particulier pour les patients de haut rang. N'oubliez pas que vous êtes ici pour nettoyer, pas pour vous immiscer dans les affaires des patients. Alors que Jenkins s'éloignait, la petite main d'Emily trouva celle de Sarah et la serra pour la rassurer. Sarah expira lentement, sentant le poids de la précarité peser sur elle. Une plainte, une erreur pouvait lui coûter son emploi. La prime de nuit qui leur permettait d'avoir de l'électricité et de la nourriture dans leur réfrigérateur. Dans le placard à balai, Emily sortit enfin du chariot et étira ses jambes. « L'homme dans la grande pièce a l'air vraiment malade, maman, » murmura-t-elle. « C'est vrai, » répondit Sarah doucement. « Les médecins essayent de l'aider. »« Il y avait une drôle d'odeur là-dedans, » dit Emily en plissant le nez. « Comme les pièces de monnaie que tu as utilisées dans notre expérience sur les couleurs. » Sarah marqua une pause, enregistrant le commentaire de sa fille. Emily avait toujours eu un odorat remarquable, remarquant des changements subtils que même Sarah ne percevait pas. C'était en partie ce qui rendait leurs expériences à la maison si fructueuses. « Métallique ?» demanda Sarah, son esprit scientifique soudainement en alerte. Emily acquiesça. « Ça venait du pot sur sa table, celui avec le couvercle tourbillonnant. » Sarah fronça légèrement les sourcils, enregistrant cette observation. Ce n'était probablement rien. Les soins de la peau coûteux contenaient souvent des traces de minéraux ou de métaux à des fins thérapeutiques. Pourtant, quelque chose dans la description d'Emily la tracassait. Prête à retourner me cacher. « Il reste 3 heures avant l'aube, » dit Sarah en aidant Emily à regagner sa place dans le chariot. « Je peux écrire dans mon cahier ?» demanda Emily en sortant déjà un crayon. Comme sa mère, elle avait pris l'habitude de noter ses observations dans son cahier avec une écriture soignée de petite fille de 7 ans et des dessins détaillés. « Bien sûr, » sourit Sarah la scientifique, en embrassant le sommet de sa tête. « Reste juste caché. » En sortant du placard, aucune des deux ne remarqua l'homme élégant en costume italien qui les observait depuis le bout du couloir. Derek Caldwell, investisseur dans le domaine des technologies et rival de longue date de Maxwell Reynolds, observa la femme de ménage et aperçut brièvement les petits doigts agrippés au bord du chariot. Son expression resta aimable, mais son regard était calculateur lorsqu'il se retourna,
et se dirigea vers la suite VIP, sortant un petit flacon de sa poche. 2 nuits plus tard, Sarah se retrouva à nettoyer le même couloir, cette fois-ci seule, comme il se doit. Emily était en sécurité à la maison avec Madame Perez, qui habitait en bas, et qui la surveillait. L'aile VIP était inhabituellement animée, avec des médecins qui allaient et venaient à toute heure, leur visage de plus en plus inquiet, ayant jugé par les bribes de conversation qu'elle surprenait. Sarah comprit que Maxwell Reynolds présentait de nouveaux symptômes: perte de cheveux, engourdissement des extrémités et faiblesse musculaire progressive. Ces analyses sont complètement désordonnées, entendit-elle le Dr. Carter, le plus jeune spécialiste de l'équipe, dire à un collègue. Et rien dans ses antécédents ne permet de l'expliquer. Aucune exposition à des produits chimiques industriels, aucun voyage inhabituel, rien. Sarah travaillait méthodiquement, gardant la tête baissée comme elle s'était entraînée à le faire. Les invisibles étaient rarement interrogés. Les silencieux dérangeaient rarement. C'était une stratégie de survie qu'elle avait perfectionnée au fil de ses années de service. Être efficace, passer inaperçu, être oublié. Lorsque le couloir se vida momentanément, elle se glissa dans la réserve où étaient stockés les produits chimiques de nettoyage. Faire l'inventaire faisait partie de son travail, mais aujourd'hui, elle s'attarda plus longtemps, examinant les bouteilles de nettoyantes industrielles. Certaines contenaient des avertissements concernant les métaux lourds et les composés toxiques. Son esprit revint à l'observation d'Emily concernant l'odeur métallique. Quelque chose à ce sujet la tracassait depuis cette nuit-là. La porte s'ouvrit brusquement et Sarah faillit laisser tomber la bouteille qu'elle tenait. « Tu fais une pause, Mitchell. » Madame Jenkins se tenait dans l'embrasure de la porte, son bloc-notes à la main. « Je réapprovisionne juste mon chariot, » répondit Sarah en remettant le produit nettoyant sur l'étagère. « Dépêche-toi. Monsieur Reynolds a un visiteur et sa chambre aura besoin d'être nettoyée après. » Le ton de Jenkins indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une simple demande. Sarah acquiesça et rassembla rapidement ses fournitures, sentant le regard de Jenkins posé sur son dos. La superviseuse était de plus en plus vigilante ces derniers temps, prenant des notes et apparaissant de manière inattendue au détour d'un couloir. Sarah ne pouvait pas se permettre de lui donner une raison de se plaindre. Alors qu'elle repoussait son chariot dans le couloir, elle vit un homme grand et distingué sortir de la suite de Reynolds. Derek Caldwell. Elle le reconnut grâce aux actualités technologiques. Autrefois le plus féroce concurrent de Reynolds, il était désormais, selon les rumeurs, un allié proche à la suite d'une réconciliation très médiatisée qui avait fait la une des journaux économiques l'année dernière. Caldwell lui fit un signe de tête poli en passant devant elle, avec un sourire charismatique, mais sans jamais la regarder dans les yeux. Dans son sillage, elle perçut une légère trace d'eau de cologne coûteuse mêlée à autre chose, une subtile odeur métallique qui lui rappela instantanément la description d'Emily. Dans la chambre de Reynolds, le magnat de la technologie semblait dormir d'un sommeil agité. Sarah remarqua un nouveau pot de crème sur la table de chevet, de la même marque que le précédent, mais fraîchement ouvert. À côté se trouvait une élégante carte avec la même écriture, mais cette fois-ci plus forte. Pour la douleur, Derek. Alors que Sarah essuyait soigneusement les surfaces, elle remarqua les mains de Reynolds. Ses ongles avaient une teinte jaunâtre, et la peau autour de ses gencives semblait anormalement pâle lorsqu'il respirait par la bouche, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Ces symptômes, associés à ce qu'elle avait entendu dans le couloir, lui rappelèrent un lointain souvenir d'un cours de toxicologie qu'elle avait suivi des années auparavant. Empoisonnement aux métaux lourds. Le professeur avait montré des diapositives de patients présentant des symptômes similaires. Gencives pâles, ongles décolorés, symptômes neurologiques, perte de cheveux. C'était un cours fascinant dont elle avait pris des notes détaillées. Le cœur de Sarah se mit à battre plus vite. C'était absurde d'y penser. Elle était femme de ménage, pas médecin. Ces spécialistes de renommée mondiale auraient sûrement fait des tests pour détecter la présence de métaux lourds si cela avait été une hypothèse plausible. Et pourtant, de nombreux métaux lourds n'apparaissaient pas dans les tests toxicologiques standards. Certains nécessitaient des tests spécifiques qui n'étaient pas forcément inclus dans les dépistages de routine. Le pot de crème attira à nouveau son attention. Après avoir jeté un rapide coup d'œil vers la porte, Sarah se pencha vers le pot et le renifla prudemment. Elle la sentait, subtile mais distincte, l'odeur métallique qu'Emily avait remarquée.
Agissant par instinct, elle prit un mouchoir propre dans sa poche et essuya soigneusement le bord du pot où il restait une petite quantité de crème. Elle plia le mouchoir soigneusement et le glissa dans la poche de son uniforme. À ce moment-là, les moniteurs autour de Reynolds se mirent à beeper plus rapidement et sa respiration devint difficile. Sarah appuya rapidement sur le bouton d'urgence et recula tandis qu'une équipe médicale se précipitait dans la pièce. Depuis le seuil de la porte, elle les observa travailler, l'esprit en ébullition. Dans le couloir, elle aperçut Caldwell debout près du poste des infirmières, attendant apparemment des nouvelles. Son expression était inquiète, mais quelque chose dans son attitude semblait étrangement satisfait. « Excusez-moi, monsieur. » Le gardien de sécurité s'approcha de lui. « Êtes-vous de la famille? »« Autant que cela, » répondit Caldwell avec aisance. « Je suis Derek Caldwell, le plus vieil ami de Maxwell. Nous nous connaissons depuis Stanford. » Le gardien hocha respectueusement la tête. L'état de M. Reynolds a changé. Les médecins demandent à tous les visiteurs de quitter l'étage jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr, acquiesça Caldwell en tendant sa carte de visite au gardien. Veuillez demander au Dr. Westfield de m'appeler s'il y a du nouveau. Max et moi avons traversé trop d'épreuves ensemble pour que je sois tenu à l'écart. Alors qu'il se retournait pour partir, son regard croisa brièvement celui de Sarah, et quelque chose changea dans son expression, un calcul momentané rapidement masqué par un signe de tête poli. Sarah détourna immédiatement les yeux et s'affaira avec son chariot, mais elle sentit un frisson d'inquiétude lui parcourir la peau. Ce soir-là, Sarah rentra chez elle et trouva Emily encore éveillée, assise à leur petite table de cuisine avec du matériel de laboratoire fait maison, des verres transparents remplis de liquides de différentes couleurs, des bandes de filtres à café disposées pour des expériences de séparation, et son éternel cahier ouvert à une page remplie d'observations minutieuses. « Maman, j'ai fabriqué un nouvel indicateur de couleur, » annonça fièrement Emily en brandissant une bande de papier tachée de violet. Il devient bleu avec du savon et rouge avec du jus de citron. Sarah sourit, posa son sac et embrassa le sommet de la tête de sa fille. « C'est incroyable, petite scientifique. Tu as été très occupée. Madame Perez m'a aidé à découper les papiers. Elle me dit, « Un jour, je serai médecin. » Les yeux d'Emily brillaient de fierté. « Peut-être bien, » répondit Sarah, en pensant au tissu dans sa poche et aux questions qui tourbillonnaient dans son esprit. Après avoir couché Emily, Sarah s'assit à la table de la cuisine et sortit délicatement l'échantillon de tissu. Elle disposait de produits chimiques et ménagers simples, rien à voir avec un vrai laboratoire. Mais après avoir passé des années à créer des expériences éducatives pour Emily, elle avait accumulé une gamme surprenante de tests qu'elle pouvait réaliser chez elle à l'aide de vinaigre, de bicarbonate de soude et des mêmes indicateurs avec lesquels Emily avait joué. Sarah effectua un test rudimentaire. Le résultat n'était pas définitif, mais le changement de couleur suggérait la présence de quelque chose qui ne devrait pas se trouver dans une crème cosmétique. Elle avait besoin de plus d'informations, de plus d'outils. Le lendemain matin, après avoir déposé Emily à l'école, Sarah se rendit à la bibliothèque municipale. Dans la section scientifique, elle consulta des ouvrages de référence sur la toxicologie et des guides médicaux, à la recherche d'informations sur les métaux lourds et leurs symptômes. Les similitudes avec l'état de Reynolds étaient de plus en plus difficiles à ignorer. Ce soir-là, elle prépara le dîner, tandis qu'Emily était assise à table, dessinant dans son cahier. « Sur quoi travailles-tu, ma chérie ?» demanda Sarah en remuant la sauce pour les pâtes. « Je dessine l'homme malade et le visiteur », répondit Emily, son crayon se déplaçant avec précaution sur la page. « Tu vois, voici l'homme dans le lit, et voici tous les médecins, et voici l'homme qui apporte le bocal qui sent le penny. » Sarah se plaça derrière sa fille et regarda le dessin. Emily avait capturé la scène avec une précision surprenante. Reynolds dans son lit d'hôpital, entouré de moniteurs, et une grande silhouette debout à côté de lui, marchait quand même, à côté de lui, tenant ce qui semblait être un bocal dans sa main. « Quand as-tu vu le visiteur? »« Monsieur, tu n'étais pas avec moi hier soir, la fois d'avant, » répondit Emily en continuant à colorier. « Quand je me cachais dans le chariot, il est entré pendant que tu nettoyais la salle de bain. Il a mis quelque chose dans le bocal et l'a mélangé avec un petit bâton. Puis il m'a vu qu'il le regardait et il a souri, mais ce n'était pas un beau sourire. » Elle leva les yeux vers Sarah avec un regard sérieux. C'était un sourire faux,
Comme quand Tommy à l'école dit qu'il partage, mais qu'en réalité, il ne le fait pas. Un frisson parcourut Sarah. Il t'a vu, Emily acquiesça. Juste mes yeux, je crois. Je me cachais très bien, comme tu me l'as appris. Il a aussi chuchoté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a chuchoté? Demanda Sarah, en essayant de garder une voix calme. Il a dit que le cerveau du malade était déjà en train de se détériorer avant qu'il ne tombe malade, et qu'il ne survivrait pas à la fusion, même s'il était en bonne santé. Emily fronça les sourcils, essayant de se souvenir des mots exacts. « C'est quoi une fusion, maman? » « Une fusion, corrigea Sarah automatiquement, l'esprit en ébullition. C'est un terme commercial. Elle fixa le dessin d'Emily, les implications s'installant comme un poids dans son estomac. Cette nuit-là, Sarah ne parvint pas à dormir. Si ses soupçons étaient fondés, si Reynolds était effectivement empoisonné par la crème que Cordwell lui apportait, que devait-elle faire? Qui croirait d'une femme de ménage plutôt qu'un milliardaire du secteur technologique? Le risque pour son emploi, sa réputation et sa capacité à subvenir aux besoins d'Emily étaient énormes. Et pourtant, un homme souffrait, allait peut-être mourir, et cette pensée pesait comme une pierre sur sa poitrine, lourde de responsabilité. Le lendemain soir, Sarah arriva à l'hôpital avec une nouvelle détermination et un petit sac en plastique glissé dans la poche de son uniforme. À l'intérieur se trouvaient les éléments de base pour un test plus précis, des filtres à café, des cotons-tiges, une petite bouteille de solution vinaigrée et un indicateur maison à base de jus de chou rouge qu'Emily avait aidé à préparer. Rien de suspect pour un œil non averti, juste une mère apportant les restes du dîner dans le cadre d'un projet scientifique pour son enfant. « Vous êtes en avance, Mitchell », commenta Mme Jenkins, tandis que Sarah s'inscrivait, la regardant avec une suspicion désormais familière. « Le bus est arrivé en avance, » répondit Sarah d'un ton neutre. « J'ai pensé prendre de l'avance sur les protocoles de nettoyage spéciaux pour la chambre de M. Reynolds. » Jenkins haussa un sourcil. « En effet. Eh bien, vous devez savoir qu'il y a eu un changement. Tout l'étage est sous haute sécurité ce soir. M. Reynolds a connu un autre épisode grave ce matin. Le Dr. Westfield a demandé un personnel minimal. « Je comprends, » dit Sarah, réprimant son inquiétude. « Je ferai particulièrement attention à ne rien déranger. Veillez-y. Et Mitchell, j'ai remarqué que vos pauses étaient plus longues ces derniers temps. N'oubliez pas que cet hôpital fonctionne avec précision. Chaque personne remplit la fonction qui lui est assignée. Ni plus, ni moins. » L'avertissement était clair. Sarah acquiesça et se dirigea vers le vestiaire des employés, l'esprit en ébullition. Si la sécurité était renforcée, sa marge de manœuvre pour mener son enquête serait plus réduite. Elle devait être stratégique. L'étage VIP était inhabituellement calme lorsqu'elle arriva avec son chariot de nettoyage. Devant la suite de Reynolds, un agent de sécurité était assis et vérifiait les identités à l'aide d'une liste. Sarah le reconnut. James, un homme d'âge moyen qui travaillait habituellement à l'entrée des urgences. « Bonsoir, James, » dit-elle d'un ton désinvolte. « Madame Jenkins m'a dit que j'étais toujours autorisé à faire le nettoyage de nuit. » James acquiesça, jetant à peine un coup d'œil à son badge. « Vas-y, Sarah, mais fais vite! Les médecins doivent revenir pour leur tournée dans 30 minutes. » À l'intérieur, l'état de Reynolds s'était visiblement détérioré depuis son dernier service. Sa respiration était superficielle, sa peau cireuse, et plusieurs moniteurs supplémentaires avaient été ajoutés à ceux qui l'entouraient déjà. Le pot de crème était toujours sur la table de chevet, désormais à moitié vide. Sarah se déplaçait silencieusement dans la chambre, nettoyant comme prévu, tout en cherchant une occasion. Lorsque Reynolds remua légèrement, marmonnant dans son sommeil, elle se figea. Il ouvrit les yeux, le regard vague et confus. « Laura ?» murmura-t-il clairement désorienté. « C'est toi ?» Sarah hésita, puis s'approcha. « Je suis Sarah, Monsieur Reynolds. Je fais juste le ménage dans votre chambre. » Il cligna lentement des yeux, son regard s'affinant légèrement. « De l'eau, s'il vous plaît. » Sarah versa délicatement de l'eau d'une bouteille dans un verre et l'aida à boire une petite gorgée. Alors qu'il se penchait en arrière contre les oreillers, ses yeux se posèrent sur son visage avec une lucidité surprenante. « Vous êtes là tous les soirs, » dit-il doucement, toujours en train d'observer, de remarquer des choses. Le pouls de Sarah s'accéléra. « C'est mon travail, monsieur. » Un faible sourire effleura ses lèvres. Non, plus que cela. Un regard scientifique, analytique. Ses mots étaient légèrement indistincts, mais sa perception la surprit.
Vous me rappelez quelqu'un, quelqu'un de brillant. Sarah ne savait pas comment répondre, mais Reynolds continua, sa voix s'éteignant peu à peu. Derek pense que je ne suis plus assez vif pour la fusion. Il dit que Quantum a besoin d'esprits plus jeunes maintenant. Ses yeux se refermèrent. La fatigue. Elle est partout maintenant. En quelques instants, il s'était rendormi. Sarah resta immobile, assimilant ses paroles. Il correspondait trop parfaitement à ce qu'Emily avait entendu. Après avoir jeté un rapide coup d'œil à la porte, Sarah saisit l'occasion. Elle préleva soigneusement un nouvel échantillon de crème à l'aide d'un coton propre, puis le mit dans l'un des petits sacs en plastique qu'elle avait apportés. Elle travailla rapidement, vérifiant l'heure. Il restait 20 minutes avant le retour des médecins. Dans la salle de bain privée attenante, Sarah verrouilla la porte et mit en place son expérience improvisée. À l'aide du matériel qu'elle avait dans sa poche, elle prépara plusieurs bandelettes réactives et appliqua de minuscules quantités de l'échantillon de crème sur chacune d'elles. Au fur et à mesure que les réactions chimiques se produisaient, les solutions indicatrices changèrent de couleur, certaines prenant une teinte bleu-vert caractéristique qui, à son œil exercé, suggérait fortement la présence de certains métaux lourds. Ce n'était pas une preuve définitive, mais cela renforçait suffisamment ses soupçons pour qu'elle sente une froide certitude s'installer dans son estomac. La crème contenait presque certainement des niveaux toxiques d'un métal lourd, peut-être du thallium ou une substance similaire difficile à détecter lors des tests standards, mais pouvant provoquer les symptômes exacts présentés par Reynolds. Sarah nota soigneusement ses conclusions dans un petit carnet similaire à celui d'Emily, mais avec des observations plus précises. Elle photographia les résultats des tests avec son vieux téléphone, puis nettoya méthodiquement toutes les traces de son expérience. Alors qu'elle sortait de la salle de bain, la porte de la suite s'ouvrit. Le cœur de Sarah bondit dans sa gorge, mais ce n'était que le docteur Ethan Carter, le plus jeune membre de l'équipe médicale de Reynolds, âgé d'une trentaine d'années, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes élégantes. Il était l'un des rares membres du personnel à toujours saluer l'équipe de nettoyage avec une courtoisie sincère. « Oh, excusez-moi, dit-il, semblant légèrement surpris de trouver quelqu'un dans la pièce. Thay est revenu chercher ma tablette. Pas de problème, docteur. Thay venait de terminer, répondit Sarah en retournant à son chariot. Le docteur Carter récupéra sa tablette à côté des moniteurs, mais s'attarda, observant Reynolds avec une expression troublée. Ces dernières analyses sanguines n'ont aucun sens, murmura-t-il, presque pour lui-même. C'est comme si son organisme luttait contre quelque chose que nous ne pouvons pas identifier. Sarah hésita, puis parla avec prudence. « Docteur, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous poser cette question. Avez-vous effectué des tests spécifiques pour détecter un empoisonnement aux métaux lourds? » Le docteur Carter leva les yeux, surpris. « Nous avons effectué un bilan métallique de base lors des premiers examens. Rien n'a été signalé. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi cette question? C'est juste que Sarah avait du mal à trouver les mots justes. Ma fille a remarqué une odeur métallique provenant de ses produits de soins pour la peau. Et j'ai étudié la chimie auparavant. » Elle s'interrompit, soudainement consciente du fossé professionnel qui les séparait. « Avant ?» demanda le docteur Carter, qui lui accordait désormais toute son attention. « Avant de devoir quitter le MIT pour une urgence familiale, à 3 semestres de l'obtention de mon diplôme, répondit Sarah, se sentant étrangement vulnérable en révélant cette partie d'elle-même qu'elle gardait habituellement cachée. Les symptômes me rappellent ce que j'ai appris sur certains métaux lourds, en particulier ceux qui peuvent ne pas apparaître dans les bilans standards. » L'expression du Dr. Carter passa de la surprise à la réflexion. Programme de chimie du MIT, ce n'est pas un parcours habituel pour le personnel d'entretien d'un hôpital. La vie prend des tournants inattendus, dit simplement Sarah. Il acquiesça lentement. Oui, c'est vrai. Il jeta un coup d'œil à Reynolds, puis baissa la voix. À quels métaux spécifiques pensiez-vous? Le thallium serait ma première hypothèse. Cela correspond aux symptômes perte de cheveux, neuropathie périphérique, problèmes gastro-intestinaux, modification des ongles, et il faut des tests spécialisés pour le détecter. Les yeux du Dr. Carter s'écarquillèrent légèrement. C'est en fait une observation très pertinente. Il l'étudia avec un regain d'intérêt. J'avais envisagé l'arsenic, mais les tests étaient négatifs. Nous n'avons pas spécifiquement recherché le thallium. Il sembla prendre une décision. Je demanderai le test demain matin, en toute discrétion. Merci, dit Sarah, soulagée.
C'est moi qui devrais vous remercier. Parfois, un regard neuf voit ce que les spécialistes ne voient pas. Il hésita. Comment vous appelez-vous? Sarah Mitchell. Merci, Sarah. Je vous tiendrai au courant de ce que nous découvrirons. Alors que le Dr. Carter quittait la pièce, Sarah se permit un moment d'espoir, rapidement éteint lorsqu'elle se retourna et vit Mme Jenkins debout dans l'embrasure de la porte, le regard glacial. Mitchell, un mot dans le couloir, s'il vous plaît. Sarah sentit son estomac se nouer en suivant sa supérieure dans le couloir. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, dit Jenkins d'une voix dangereusement basse. Vous discutiez de l'état de santé d'un patient avec un médecin. Vous donniez votre avis sur le diagnostic. Je ne faisais que... Vous avez outrepassé vos limites de la manière la plus flagrante qui soit. Jenkins l'interrompit. Vous êtes engagé pour nettoyer les chambres, pas pour diagnostiquer les patients. C'est exactement le genre de comportement qui m'inquiète. Vous vous impliquez de manière inappropriée auprès des patients, vous abandonnez les tâches qui vous sont assignées, et maintenant, vous sapez l'autorité de l'équipe médicale. Je ne sapais personne, protesta Sarah, gardant une voix calme malgré son cœur qui battait à tout rompre. Le Dr. Carter m'a demandé mon avis. Après que vous l'ayez donné spontanément, rétorqua Jenkins. Ceci est un avertissement écrit, Mitchell. Un autre incident de cette nature, et je n'aurai d'autre choix que de recommander votre licenciement. Elle sortit un formulaire de son bloc-notes. Signé ici pour accuser réception. La main de Sarah trembla légèrement lorsqu'elle signa le papier. L'avertissement serait versé à son dossier permanent, une tache noire qui pourrait affecter ses perspectives d'emploi futur si elle perdait ce travail. « J'ai besoin de ce travail, Madame Jenkins, dit-elle doucement, et ma fille devrait être votre motivation pour accomplir correctement vos tâches. Rien de plus, termina Jenkins à sa place. Considérez-vous en période d'essai, Mitchell. Je vous surveillerai de près. » Alors que Jenkins s'éloignait, Sarah s'appuya contre le mur, luttant pour retenir ses larmes de frustration. L'avertissement pourrait bientôt être le cadet de ses soucis. Si Cordwell découvrait qu'elle enquêtait sur lui, ou ses amis étaient sur lui, qui savait ce qu'il pourrait faire? Un homme prêt à empoisonner lentement un ancien ami n'aurait sûrement aucun scrupule à détruire la carrière d'une femme de ménage. Plus tard dans la nuit, à la fin de son service, Sarah fut surprise de trouver le Dr. Carter qui l'attendait à la sortie du personnel. « Sarah, l'appela-t-il en s'approchant rapidement d'elle, « j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. La théorie du thallium correspond mieux que tout ce que nous avons envisagé jusqu'à présent. Je vais faire les tests dès demain matin, mais j'aimerais en savoir plus sur vos observations. » Sarah jeta un regard nerveux autour d'elle. « Je suis déjà sur la selle, docteur. Madame Jenkins m'a donné un avertissement ce soir pour vous avoir parlé. » Le visage du Dr. Carter s'assombrit. « C'est ridicule. Vous avez fourni des informations médicales précieuses provenant d'une femme de ménage. » Sarah eut un sourire amer. « Dans cet hôpital, cela n'est pas considéré comme précieux. C'est considéré comme inapproprié. »« Eh bien, je ne suis pas d'accord, dit-il fermement, et j'aimerais en savoir plus. Seriez-vous disposé à me retrouver à la cafétéria demain avant votre prise de service? Apportez toutes les notes que vous avez. » Sarah hésita, pesant le risque par rapport à l'état de santé de Reynolds qui se détériorait. « D'accord, finit-elle par accepter. Mais j'ai une condition. Cela reste entre nous jusqu'à ce que nous ayons des preuves. Je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi, Dr. Carter. Ma fille dépend de moi. Appelez-moi Ethan, répondit-il. Et vous avez ma parole. Demain, à 16 heures. Sarah acquiesça, partagée entre la peur et la détermination. J'apporterai tout ce que j'ai. Sarah arriva à la cafétéria de l'hôpital avec 15 minutes d'avance, serrant nerveusement son sac contenant ses notes et les dessins d'Emily. Elle avait passé la matinée à faire des recherches supplémentaires à la bibliothèque municipale, imprimant des articles scientifiques sur l'empoisonnement au thallium et son traitement. Les symptômes correspondaient avec une précision alarmante à l'état de Reynolds. La cafétéria était dans une accalmie transitoire entre le déjeuner et le dîner, presque vide, à l'exception de quelques infirmières qui terminaient leur service et de visiteurs venus prendre un café. Sarah choisit une table dans un coin avec vue sur l'entrée, ses nerfs la rendant hyper consciente de tous ceux qui passaient. Dr. Carter. Ethan arriva à 16h pile, muni de son propre dossier et d'une tablette. Il portait des vêtements civils au lieu de sa blouse blanche habituelle, un jean foncé et une simple chemise bleue boutonnée qui le faisaient paraître plus jeune, moins institutionnel.
Merci d'être venu, dit-il en se glissant sur la chaise en face d'elle. J'ai demandé le test spécialisé pour le thallium ce matin. Je devrais avoir les résultats demain. C'est bien, répondit Sarah, tout en continuant à regarder autour d'elle avec inquiétude. Avez-vous parlé du test à quelqu'un d'autre? Seul le laboratoire a marqué confidentiel. Je l'ai inscrit dans le cadre d'un panel toxicologique complet. Rien qui puisse éveiller les soupçons. Il scruta son visage. Monsieur, vous vous inquiétez vraiment pour votre travail, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement le travail, admit Sarah en baissant la voix. Si mes soupçons sont fondés, si quelqu'un empoisonne délibérément M. Reynolds, alors nous sommes face à une tentative de meurtre. Cela rend la situation dangereuse. L'expression d'Ethan devint sérieuse. Vous pensez que c'est intentionnel et non une exposition environnementale? Sarah sortit délicatement le cahier d'Emily de son sac et l'ouvrit à la page où figurait le dessin de Caldwell avec le pot. Ma fille a vu son visiteur, Derek Caldwell, ajouter quelque chose à la crème quand personne n'était là. Elle expliqua l'observation d'Emily concernant l'odeur métallique et les événements qui suivirent. « Attendez », l'interrompit Ethan, l'air choqué. « Votre fille était là, dans la chambre d'hôpital. Parfois, je dois l'emmener avec moi quand je n'ai personne pour la garder, » admit Sarah à contre-cœur. « Elle reste cachée dans mon chariot. » « Ce n'est pas idéal, je sais, mais je suis parent seul, » demanda Ethan d'un ton neutre. Sarah acquiesça. Son père est parti quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Mes parents sont morts dans un accident il y a 8 ans, et j'ai dû abandonner mes études au MIT pour m'occuper de mes jeunes frères et sœurs. Je suis tout ce qu'Emily a, et cette prime de nuit nous permet de payer notre loyer. Ethan a pris note de tout cela, puis s'est recentré sur le cahier. Ce dessin est remarquablement détaillé pour une enfant de 7 ans. Emily a un esprit scientifique, a déclaré Sarah avec une fierté tranquille. Elle remarque tout catalogue. Nous faisons des expériences à la maison, de la chimie simple que je peux lui enseigner avec des articles ménagers. Elle a hésité, puis a ajouté. C'est ainsi que j'ai pu tester la crème. Elle lui montra les résultats de ses tests et lui expliqua l'analyse chimique rudimentaire qu'elle avait effectuée. Avec un équipement de laboratoire adéquat, nous pourrions le confirmer de manière définitive. Mais même ces tests simples montrent une teneur anormale en métaux dans ce qui devrait être un produit cosmétique de base. Ethan étudia ses notes avec un étonnement croissant. C'est un travail impressionnant avec des ressources minimales. Il leva les yeux vers elle. Vous auriez fait une chimiste exceptionnelle, Sarah. J'aurais essayé, répondit-elle simplement, refoulant la douleur familière des occasions manquées. Parlez-moi de la relation entre Reynolds et Caldwell, dit Ethan en ouvrant son propre dossier. J'ai fait des recherches sur leur histoire depuis notre conversation. Ils ont été rivaux pendant des décennies, expliqua Sarah, en se remémorant les articles qu'elle avait lus. Des philosophies technologiques concurrentes. Reynolds pense que l'informatique quantique devrait améliorer les capacités humaines et créer plus de connexions. La vision de Caldwell consiste davantage à remplacer entièrement les systèmes humains. Une intelligence artificielle qui fonctionne indépendamment de l'intervention humaine. Ils ont été opposés dans tous les débats sur l'éthique technologique pendant des années, jusqu'à l'année dernière, fit remarquer Ethan en lui tendant une feuille imprimée. Selon cette source, lorsqu'ils se sont réconciliés publiquement lors du Boston Tech Summit, la société de Caldwell était en difficulté après plusieurs initiatives ratées dans le domaine de l'IA. Reynolds lui a tendu une branche d'olivier, un projet de collaboration qui a fait grimper le cours de l'action de Caldwell. Mais Reynolds reste la force dominante, a observé Sarah, et il négocie actuellement une fusion massive avec Tech Fusion qui ferait de lui la figure la plus puissante du monde de l'informatique quantique. Une fusion dont Caldwell ne fait pas partie, a ajouté Ethan d'un air pensif. Si Reynolds venait à être frappé d'incapacité, qu'adviendrait-il de Reynolds Quantum? Le conseil d'administration retarderait probablement la fusion, a raisonné Sarah. Dans l'incertitude, le cours des actions chuterait. Une personne disposant d'informations privilégiées pourrait se positionner pour acquérir une participation majoritaire à prix réduit. Quelqu'un comme un ancien rival devenu ami qui sait exactement ce qui arrive à la santé de Reynolds, conclut Ethan d'un ton sombre. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, laissant les implications de cette situation s'imposer à eux. « Nous avons besoin de preuves, » dit finalement Sarah. « Des preuves concrètes et irréfutables que la crème contient du thallium et que Caldwell l'ajoute intentionnellement. »
Le test au thallium devrait confirmer la première partie, répondit Ethan. Mais prouver l'implication de Caldwell sera plus difficile. Il faudrait le prendre en flagrant délit ou trouver un lien qui le relie de manière définitive à la santé déclinante de Reynolds. Sarah hésita, puis ressortit le cahier d'Emily. Emily avait tout noté à sa manière. Chaque fois que Caldwell venait, chaque fois que Reynolds allait plus mal, regarde ces dates. Ethan examina les notes enfantines mais méthodiques. Des dessins rudimentaires représentant un visage heureux ou triste indiquaient l'état de Reynolds, tandis que de petits symboles en forme de peau indiquaient les visites de Caldwell. Le lien était indéniable. Quelques heures après chaque visite, une nouvelle application de crème, l'état de Reynolds empirait. C'est convaincant, mais cela reste circonstanciel, dit Ethan à contre-cœur. Nous devons documenter le contenu de la crème avant et après les visites de Caldwell pour prouver qu'il ajoute du thallium. Cela nécessiterait de prélever des échantillons sans que personne ne s'en aperçoive, fit remarquer Sarah. Et nous aurions besoin d'un endroit pour les tester correctement, dit Ethan en tapotant la table du bout des doigts, pensif. J'ai accès au laboratoire de recherche au 3e étage. Il y a peu de personnel le week-end et j'ai l'autorisation d'effectuer des analyses indépendantes pour les soins des patients. Nous avons donc besoin d'échantillons de la crème avant et après les visites de Caldwell, conclut Sarah. Savons-nous quand il viendra la prochaine fois? D'après le registre des visiteurs, il vient tous les 3 jours. Cela signifie qu'il devrait venir demain soir. Ethan hésita puis ajouta « Il y a autre chose que vous devez savoir. Le conseil d'administration de l'hôpital se réunit demain matin pour discuter du cas de Reynolds. Le Dr Westfield veut le transférer à la clinique Mayo en dernier recours. Si cela se produit, notre fenêtre d'investigation se fermera. » Sarah ressentit un élan d'urgence. « Alors nous devons agir maintenant. Je peux prélever un échantillon pendant mon service de nuit avant l'arrivée de Caldwell demain. Et j'aurai accès au laboratoire demain soir, acquiesça Ethan. Après ton service, rejoigne-moi là-bas. Nous effectuerons les tests sur les 2 échantillons. » Alors qu'ils rassemblaient leur matériel, Ethan s'arrêta soudainement. « Sarah, tu comprends le risque que tu prends. Si nous nous trompons ou si nous ne pouvons pas le prouver de manière concluante, je comprends, dit-elle doucement. Mais je sais aussi ce que j'ai vu, ce qu'Emily a vu, et je ne peux pas rester les bras croisés et regarder un homme mourir alors que je pourrais peut-être l'empêcher. » Ethan acquiesça lentement. « Pour ce que ça vaut, je pense que tu fais preuve de plus de courage et d'intégrité que la plupart des gens qui ont beaucoup plus de sécurité et d'influence. »« Ce n'est pas une question de courage, » répondit Sarah. « Je pense à Emily. Il s'agit de montrer à ma fille que la vérité est importante, qu'il n'est pas acceptable de rester les bras croisés pendant que quelqu'un souffre, peu importe qui vous êtes. » Ce soir-là, Sarah accomplit ses tâches avec une conscience accrue, prélevant soigneusement un petit échantillon de la crème lorsque la chambre de Reynolds fut momentanément vide. Elle l'étiqueta et le sella dans un récipient stérile fourni par Ethan, puis le cacha dans son casier avant de poursuivre sa ronde. Vers la fin de son service, alors qu'elle nettoyait le poste des infirmières, elle surprit 2 médecins en train de discuter de Reynolds. « Westfield insiste pour le transférer à Mayo, » dit l'un d'eux à voix basse. « Il dit qu'il nous manque quelque chose de fondamental. »« Caldwell s'y oppose, » répondit l'autre. « Le transfert serait trop stressant pour Reynolds. Il s'est beaucoup impliqué pour quelqu'un qui n'est qu'un ami. » « Eh bien, il a fait un don substantiel au service de neurologie la semaine dernière, » commenta le premier médecin. Westfield le traite comme un roi depuis lors. Sarah garda une expression neutre, mais intérieurement, ses soupçons se confirmèrent. Caldwell cherchait à s'attirer les faveurs de l'administration de l'hôpital tout en s'assurant que Reynolds reste sous son influence. Le lendemain matin, Sarah déposa Emily à l'école en la serrant très fort dans ses bras. « Tout va bien, maman ?» demanda Emily, ses yeux perspicaces scrutant le visage de Sarah. « Tout va bien, ma chérie, » la rassura Sarah. « Je vais peut-être être un peu en retard pour venir te chercher aujourd'hui. Madame Perez viendra te chercher après l'école. Tu aides le monsieur malade qui sent le sou ?» demanda Emily innocemment. Sarah hésita, puis s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de sa fille. « Emily, tu te souviens de nos discussions sur le fait de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile? » Emily acquiesça solennellement. « C'est ce que j'essaie de faire, » expliqua Sarah. « Parfois, les adultes voient des problèmes qu'ils doivent essayer de résoudre, même si c'est effrayant.
Comme quand tu as réparé la voiture de M. Wilson, alors que personne ne croyait qu'elle faisait ce bruit bizarre, demanda Emily. Sarah sourit à cette comparaison simple. Quelque chose comme ça. Oui. Emily réfléchit, puis ouvrit son sac à dos et en sortit son cahier de sciences. Prends ça, il contient toutes mes observations qui serviront de preuve. Ce geste faillit faire monter les larmes aux yeux de Sarah. Merci, petite scientifique. C'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. Alors qu'Emily rentrait à l'intérieur, Sarah serra le cahier contre elle, se préparant mentalement au défi qui l'attendait. Ce soir, tout allait se jouer d'une manière ou d'une autre. Soit elle révélerait la vérité, soit elle perdrait toute chance. Ce qu'elle ne remarqua pas, c'était la berline noire garée à un demi-pâté de maison de l'école, dont les vitres teintées dissimulaient Derek Caldwell, qui observait la scène avec un intérêt calculateur. Sarah arriva pour son service du soir avec un nœud de tension dans l'estomac. Les couloirs de l'hôpital semblaient chargés d'une énergie inhabituelle. Les infirmières se déplaçaient plus rapidement. Les médecins discutaient à voix basse. Le personnel de sécurité était posté à des intervalles stratégiques dans toute l'aile VIP. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à une infirmière qu'elle connaissait en s'inscrivant. « La réunion d'urgence du conseil d'administration a duré longtemps » répondit l'infirmière, en jetant un coup d'œil autour d'elle. « Quelque chose à propos du plan de soins de M. Reynolds. Le Dr. Westfield et M. Caldwell se sont disputés assez violemment d'après ce que j'ai entendu. Le pouls de Sarah s'accéléra. Caldwell était à la réunion du conseil d'administration. Oh oui, il a fait valoir son autorité toute la journée. Il a fait un discours sur le souhait de Reynolds de rester ici, à Boston. » L'infirmière baissa la voix. « Entre nous. » Westfield avait l'air furieux quand ils ont finalement éjourné la réunion, mais Caldwell a obtenu ce qu'il voulait. Le transfert à Mayo est hors de question pour l'instant. Cela confirmait ce que Sarah et Ethan soupçonnaient. Caldwell s'efforçait activement de garder Reynolds sous son influence. Le transfert étant annulé, leur enquête devenait encore plus cruciale. Alors que Sarah poussait son chariot vers le vestiaire des employés, Madame Jenkins l'intercepta. Mitchell un instant. Sarah s'arrêta, s'efforçant de paraître calme malgré sa panique intérieure. Jenkins avait-elle découvert l'échantillon de crème manquant? Était-elle au courant de la réunion prévue avec Ethan? Votre affectation a changé, annonça Jenkins en consultant son bloc-notes. Vous serez affecté à l'aile S ce soir. Rodriguez s'occupera de la section VIP. Sarah perdit son sang-froid soigneusement entretenu, mais je suis affecté à l'aile VIP depuis des mois. Je connais les protocoles. Remettez-vous en question les décisions de la direction? Jenkins haussa dangereusement les sourcils. Non, Sarah chercha une objection plausible. Monsieur Reynolds est très pointilleux sur l'aménagement de sa chambre. Il s'est habitué à ma routine de nettoyage. Monsieur Reynolds est à peine conscient, Mitchell. Je doute qu'il critique les méthodes d'entretien ménager. Le ton de Jenkins était dédaigneux. Cette réaffectation vient directement de l'administration. Monsieur Caldwell a spécifiquement demandé que notre personnel le plus expérimenté s'occupe de l'aile VIP ce soir. Rodriguez a plus d'ancienneté. Les implications frappèrent Sarah comme un coup physique. Caldwell avait-il remarqué ses observations, soupçonné son implication, ou était-ce simplement un mauvais timing? Y a-t-il un problème, Mitchell? Demanda Jenkins, remarquant sa détresse. Sarah se ressaisit rapidement. Pas de problème. Je me rends immédiatement à l'aile Est. Vous en faites de même? Et Mitchell, ajouta Jenkins d'une voix soudain moins hostile, vos performances ont été satisfaisantes ces derniers temps. Continuez ainsi et je reconsidérerai peut-être l'avertissement figurant dans votre dossier. Ce compliment inattendu passa presque inaperçu dans la panique grandissante de Sarah. Elle devait avertir Ethan du changement de plan et trouver un moyen d'accéder à l'aile VIP pour prélever le deuxième échantillon après la visite de Caldwell. Sans cette preuve comparative, il n'aurait rien de concluant. Dans le vestiaire, Sarah envoya rapidement un SMS à Ethan depuis son vieux téléphone à clapet. Changement de mission. Pas d'accès à l'aile VIP. Caldwell a demandé un changement de personnel. Suspect. Sa réponse arriva quelques minutes plus tard. Retrouvons-nous à la cafétéria. Développement urgent. Sarah trouva Ethan à la même table d'angle qu'ils avaient occupée la veille, l'air troublé. Le test au thallium s'est révélé positif, dit-il sans préambule lorsqu'elle s'assit.
Des niveaux importants dans le sang de Reynolds. J'ai tout documenté, mais je ne l'ai pas encore signalé officiellement. Cela confirme notre théorie, dit Sarah, ressentant à la fois une satisfaction et une crainte mêlée. Mais nous devons encore prouver que Caldwell est la source. Et maintenant, je ne peux plus accéder à la chambre pour prélever l'échantillon après la visite. Ce n'est pas tout, a poursuivi Ethan en baissant la voix. Reynolds a eu un autre épisode ce matin, une arythmie grave. Le cardiologue pense qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre si nous ne parvenons pas à identifier et à éliminer la source de l'empoisonnement. L'esprit de Sarah s'est emballé. Nous devons prélever cet échantillon ce soir, après la visite de Caldwell. C'est notre seule chance de prouver qu'il ajoute du thallium. Comment? Tu es réaffecté, et Caldwell a spécifiquement demandé Rodriguez pour l'LVIP. La frustration d'Ethan était évidente. « Attends, » dit Sarah, une idée se formant dans son esprit. « Rodriguez est-elle au courant de tout cela? » « Maria, non. Nous avons gardé cela entre nous. »« Elle et moi sommes amis, » expliqua Sarah, l'espoir grandissant. « Elle m'a déjà remplacé quand Emily était malade. Elle me laisserait peut-être prendre sa place pendant 1 heure, le temps de prélever l'échantillon après le départ de Caldwell. »« C'est risqué, » a averti Ethan. « Si Jenkins le découvre, tout est risqué à ce stade, » a fait remarquer Sarah. « Mais nous manquons de temps et d'options. » Ils ont rapidement élaboré un plan. Sarah demanderait à Rodriguez d'échanger leur corps de travail peu après la visite prévue de Caldwell à 20 h. Ethan préparerait le laboratoire pour effectuer immédiatement les tests une fois qu'elle aurait obtenu l'échantillon. Il se retrouverait à 22 h pour analyser les 2 échantillons côte à côte. « Il y a encore une chose, » dit Ethan avec hésitation. « J'ai examiné l'historique médical complet de Reynolds. Le déclin cognitif dont Caldwell a parlé à votre fille n'est étayé par aucune preuve médicale. Les fonctions neurologiques de Reynolds étaient tout à fait normales avant le début de cette maladie. La déclaration de Caldwell était soit une erreur, soit une justification. » Sarah termina d'un ton sombre, sa façon de rationaliser ce qu'il faisait. Alors qu'ils se séparaient, Sarah sentit le poids de la responsabilité peser sur elle. Tout dépendait des preuves de ce soir. Trouver Rodriguez s'avéra plus facile que prévu. La femme de ménage chevronnée faisait une pause dans la salle du personnel, les pieds posés sur une chaise. « J'ai entendu dire que Jenkins vous avait réaffecté, » dit-elle en guise de salutation. « Cette femme change d'avis plus souvent que je ne change l'eau de mon balai. En fait, c'est justement ce dont je voulais vous parler, » commença Sarah avec précaution. « J'ai besoin d'une énorme faveur. » Elle expliqua qu'Emily avait laissé un dessin spécial pour M. Reynolds, une carte de bon rétablissement sur laquelle elle avait travaillé dur, et Sarah avait promis de la lui remettre ce soir. « Je sais que cela peut paraître ridicule, » conclut-elle, « mais cela signifierait beaucoup pour ma fille. Pourrions-nous échanger nos sections pendant 1 demi-heure ce soir vers 20h30? » Rodriguez la regarda pensivement. Jenkins piquerait une crise si elle l'apprenait. « Elle ne le saura pas. »« Je ferai vite avant que quelqu'un ne s'en aperçoive, » promit Sarah. « S'il te plaît, Maria, Emily sera déçue si son dessin n'est pas livré. » Rodriguez soupira, puis sourit. « D'accord. Retrouvez-moi près de l'ascenseur de service à 20h30. Vous aurez exactement 30 minutes avant que je ne commence ma dernière tournée. »« Merci, » dit Sarah avec une sincère gratitude. « Je vous suis redevable. Assurez-vous simplement que votre petite fille sache que son art est apprécié, » répondit Rodriguez chaleureusement. Le premier obstacle franchi, Sarah effectua son service dans l'aile Hête, nettoyant méthodiquement tout en gardant l'esprit concentré sur le plan à venir. À 8h25, elle se dirigea vers l'ascenseur de service, vérifiant constamment si Mme Jenkins était dans les parages. Rodriguez arriva précisément à 8h30. La voie est libre. Caldwell vient de partir il y a environ 5 minutes. Il semblait très pressé. Il ne s'est même pas arrêté au poste des infirmières comme il le fait d'habitude. « Timing parfait, » dit Sarah en acceptant la carte clé de Rodriguez. « Je serai de retour avant 9 h. Prenez votre temps. Jenkins est en réunion budgétaire jusqu'à 9h30. Ne vous faites pas prendre. » Sarah se dirigea rapidement mais avec désinvolture vers l'aile VIP, saluant d'un signe de tête le gardien de sécurité, qui la reconnaissait grâce à ses corps de travail réguliers. Dans la chambre de Reynolds, le magnat de la technologie dormait d'un sommeil agité, respirant difficilement. Le pot de crème était posé sur la table de chevet, le couvercle légèrement incliné, récemment utilisé. Travaillant rapidement,
Sarah préleva un échantillon à l'aide du récipient stérile fourni par Ethan, puis remit soigneusement le couvercle exactement comme elle l'avait trouvé. Alors qu'elle scellait l'échantillon, Reynolds remua. « Qui est là ?» murmura-t-il d'une voix à peine audible. Sarah se figea, puis s'approcha. « C'est moi, Monsieur Reynolds. Sarah, du personnel de nettoyage. » Il ouvrit partiellement les yeux, le regard vague mais cherchant son visage. Sarah, l'observatrice, avec son esprit scientifique. Elle fut surprise qu'il se souvienne de leur brève conversation. « Oui, c'est moi. »« Quelque chose ne va pas, » murmura-t-il. « Ça empire après ces visites. » Le cœur de Sarah se mit à battre à toute vitesse. Reynolds lui-même avait remarqué cette tendance. « Monsieur Reynolds, vous souvenez-vous quand vous avez commencé à utiliser la crème que Monsieur Caldwell vous apporte? »« La crème de Derek, » murmura Reynolds, sa voix s'éteignant à cause de la douleur qui avait commencé après que j'ai refusé de retarder la fusion. Il a dit que j'étais trop têtu. Ses yeux se refermèrent. Laura l'aurait vu. Elle le voyait toujours clair dans son jeu. Sarah lui toucha doucement la main. « Monsieur Reynolds, nous essayons de vous aider. Le Dr Carter et moi-même enquêtons sur cette crème. Nous pensons qu'elle pourrait vous rendre malade. » Les doigts de Reynolds se refermèrent faiblement sur les siens. « Intelligent, vous avez toutes les deux fait confiance à la mauvaise personne. » Sa respiration ralentit alors qu'il se rendormait, mais ses derniers mots murmurés étaient clairs. « Des preuves. Il faut des preuves. » Avec l'échantillon en sécurité dans sa poche, Sarah termina rapidement les tâches de nettoyage habituelles que Rodriguez aurait effectuées, puis se dirigea vers la porte, pour trouver Derek Caldwell debout dans l'embrasure, la regardant avec un calcul froid. « Vous n'êtes pas la femme de ménage habituelle, » fit-il remarquer d'une voix douce, mais avec un regard perçant. « J'avais spécifiquement demandé Madame Rodriguez ce soir. » Sarah eut la bouche sèche, mais elle garda son sang-froid. « Elle a dû s'occuper d'une urgence dans l'aile est. Je la remplace temporairement. » Caldwell entra dans la pièce, réduisant délibérément la distance qui les séparait. « Intéressant, je vous ai déjà remarqué, vous savez, toujours là lors de mes visites, toujours en train d'observer. » Sarah garda une expression neutre. « Je fais juste mon travail, monsieur. »« J'en doute, » répondit-il, son regard se posant sur la table de nuit où se trouvait le pot de crème. « Les gens comme nous reconnaissent l'ambition chez les autres. »« Vous n'êtes pas n'importe qui, n'est-ce pas, Mitchell ?» ajouta-t-il, s'efforçant de garder une voix calme. « Sarah Mitchell. »« Mitchell » répéta-t-il comme pour le graver dans sa mémoire. « Dites-moi, Mal Mitchell, aimez-vous travailler ici, nettoyer derrière les autres? Cela semble indigne de quelqu'un d'aussi intelligent que vous. » La question était un piège destiné à révéler ce qu'elle savait ou soupçonnait. Sarah choisit ses mots avec soin. « Cela me permet de payer mes factures et tout le monde mérite le respect, quel que soit son travail. » Caldwell sourit, mais ses yeux restèrent impassibles. Le respect, oui, Max était toujours préoccupé par le respect. Le respect de la dignité humaine face au progrès technologique. C'est un concept dépassé, vous ne trouvez pas, comme la vie privée ou la vérité. Sarah resta silencieuse, refusant de mordre à l'hameçon philosophique. L'échantillon semblait brûler dans sa poche. « Eh bien, dit finalement Caldwell, rompant le silence tendu, ne me laissez pas vous empêcher de vaquer à vos occupations temporaires. Je viens de réaliser que j'ai oublié de dire à Max quelque chose d'important au sujet de notre projet. Un moment d'intimité, si vous le permettez. » Sarah n'avait d'autre choix que de partir. Dans le couloir, elle jeta un coup d'œil à sa montre. 8h55, elle devait rendre la carte clé à Rodriguez, puis retrouver Ethan au laboratoire. Mais quelque chose dans le retour inattendu de Caldwell la troublait profondément. Qu'avait-il oublié de dire à Reynolds? Ou était-il venu vérifier autre chose? Elle hésita devant la porte, tiraillée entre son plan immédiat et un sentiment croissant de danger. À travers la petite fenêtre de la porte, elle pouvait voir Caldwell debout devant Reynolds, lui parlant à l'oreille, bien que l'homme plus âgé semblait toujours inconscient. Puis, après avoir jeté un rapide coup d'œil vers la porte, Caldwell fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un petit flacon. Sarah retint son souffle en regardant Caldwell dévisser le pot de crème, y ajouter plusieurs gouttes du flacon et mélanger soigneusement le tout à l'aide d'une petite tige en verre qu'il avait sortie d'une autre poche. La précision délibérée de ses mouvements ne laissait aucun doute. Ce n'était pas la première fois qu'il accomplissait ce rituel. Elle chercha son téléphone à tâtons,
les mains tremblantes, et tenta d'enregistrer une vidéo à travers la petite fenêtre. L'angle était mauvais, l'image floue, mais cela pourrait suffire à montrer ce qui se passait. Lorsque Caldwell eut terminé et replacé le poste sur la table de chevet, Sarah se retira rapidement dans le couloir avant qu'il ne puisse la surprendre en train de l'observer. Arrivée à l'ascenseur de service, elle rendit la carte clé à Rodriguez en le remerciant précipitamment, l'esprit occupé par les implications de ce qu'elle venait de voir. La vidéo partielle, combinée à leurs échantillons et aux analyses sanguines de Reynolds, pourrait constituer une preuve suffisante à présenter à l'administration de l'hôpital, voire à la police. Elle se dépêcha de rejoindre Ethan au laboratoire de recherche, se glissant à l'intérieur de la porte à carte d'accès qu'il lui tenait ouverte. Le laboratoire était désert à cette heure-là, les lumières du plafond étaient tamisées, sauf celles de l'espace de travail qu'Ethan avait préparé. « Tu l'as » demanda-t-il immédiatement, remarquant son état d'agitation. « Oui, et plus encore. » Sarah posa l'échantillon sur le comptoir et sortit son téléphone. « J'ai filmé Caldwell en train d'ajouter quelque chose à la crème. Il est revenu après sa première visite. Je pense qu'il se méfiait du changement d'attribution des chambres. » L'expression d'Ethan s'assombrit tandis qu'il regardait les images floues. « On ne voit pas très bien ce qu'il fait, mais combiné à nos autres preuves, il y a autre chose ?» ajouta Sarah, racontant sa brève conversation avec Reynolds. « Il se rend compte que quelque chose ne va pas. Il a mentionné un déclin après les visites de Caldwell et a dit quelque chose à propos de refuser de retarder la fusion. Donc, notre théorie sur le mobile de Caldwell semble plus solide, nota Ethan d'un air sombre. Testons immédiatement ces échantillons. » Ensemble, ils préparèrent les 2 échantillons de crème pour analyse. Ethan utilisa le spectromètre de masse du laboratoire, tandis que Sarah documentait méthodiquement chaque étape. Le premier échantillon prélevé avant la visite de Caldwell révéla des traces inquiétantes de thallium, mais pouvant s'expliquer par une contamination. Le deuxième échantillon, cependant, révéla des niveaux près de 20 fois supérieurs. « C'est définitif, » dit Ethan en fixant les résultats. La concentration dans le deuxième échantillon est suffisamment élevée pour provoquer un empoisonnement grave par absorption cutanée. Des applications répétées entraîneraient une accumulation de niveaux toxiques dans l'organisme au fil du temps, exactement ce que nous observons chez Reynolds. Assez lentement pour éviter les soupçons, fit remarquer Sarah. Assez progressivement pour imiter une maladie mystérieuse plutôt qu'un empoisonnement aigu. Nous devons immédiatement montrer cela au Dr. Westfield, décida Ethan en rassemblant des impressions. Avec ces résultats et ta vidéo, nous avons suffisamment de preuves pour retirer la crème au minimum et éventuellement impliquer les forces de l'ordre. Attends, a averti Sarah. Caldwell a cultivé son influence auprès de l'administration de l'hôpital. Et si Westfield ne nous croit pas, ou pire, s'il alerte Caldwell avant que des mesures ne soient prises. Ethan a réfléchi à cela. Tu as raison d'être prudente. Nous devrions d'abord faire des copies de tout et mettre les preuves en sécurité. Mais Reynolds n'a plus beaucoup de temps. Il a besoin immédiatement d'un traitement approprié contre l'empoisonnement au thallium. Et le Dr. Lell, suggéra Sarah. C'est une spécialiste en toxicologie, non? Et elle n'a aucun lien avec Caldwell, à notre connaissance. Bonne idée, acquiesça Ethan. Je vais l'appeler tout de suite. Pendant qu'Ethan s'éloignait pour passer son appel, Sarah étiqueta et emballait soigneusement leurs échantillons et les résultats des tests. Le cahier d'Emily était ouvert à côté d'elle, ses observations enfantines servant désormais de chronologie cruciale de l'empoisonnement. Sarah ressentit un élan de fierté mêlé d'anxiété. La curiosité scientifique de sa fille pourrait aider à sauver la vie d'un homme, mais elle l'avait aussi involontairement impliqué dans quelque chose de dangereux. « Le Dr. Lull arrive », annonça Ethan en revenant vers la paillasse. Elle est accompagnée du chef de la sécurité de l'hôpital, quelqu'un en qui elle a entièrement confiance. Ils seront là dans 15 minutes. Sarah acquiesça, soulagée mais toujours inquiète. « Que faisons-nous en attendant? » « Nous terminons notre documentation et préparons un briefing concis, » répondit Ethan, dont la formation de médecin transparaissait dans son approche méthodique. « Nous devons présenter tout cela de manière claire et irréfutable. » Alors qu'ils travaillaient côte à côte pour organiser leurs preuves, Sarah fut frappée par la façon dont ils fonctionnaient naturellement en équipe. Ses connaissances en chimie complétaient parfaitement son expertise médicale. Dans une autre vie, une autre réalité, cela aurait pu être son travail quotidien plutôt qu'une exception dangereuse à sa routine de nettoyage.
Le Dr. Lell arriva à l'heure prévue, une femme sévère d'une cinquantaine d'années, accompagnée d'un homme grand et un uniforme de sécurité. Le chef Edwards, d'après son badge. Dr. Carter salua rapidement Lell et Mme Mitchell, je présume. Sarah acquiesça et elle poursuivit. « Je crois comprendre que vous avez fait une découverte importante concernant l'état de santé de M. Reynolds. »« Oui, docteur, » répondit Ethan, prenant les devants. « Nous avons des preuves que M. Reynolds est systématiquement empoisonné au thallium, administré par le biais d'une crème topique fournie par son associé, Derek Caldwell. » Méthodiquement, ils présentèrent leurs conclusions, les analyses sanguines, les échantillons comparatifs de crème, les résultats de la spectrométrie de masse, la vidéo prise par Sarah avec son téléphone, le carnet d'observation d'Emily et les propres commentaires de Reynolds sur son état de santé déclinant après ses visites. Le Dr. Lell resta impassible, tandis qu'elle examinait chaque élément de preuve. Mais le chef Edwards laissa échapper un sifflement admiratif lorsqu'il vit les résultats de la spectrométrie. « Ces niveaux sont indéniables », finit par dire Lell, et le schéma correspond à un empoisonnement intentionnel. Elle se tourna vers Edwards. Cela nécessite une action immédiate sur plusieurs fronts. Le chef de la sécurité acquiesça d'un air sombre. « Cal, contacte la police de Boston. Il s'agit purement et simplement d'une tentative de meurtre. »« La priorité absolue est de soigner le patient, » déclara fermement Lell. « Reynolds a besoin d'un traitement au bleu de Prusse. Commencez immédiatement à lier et à éliminer le thallium. Je m'en occuperai personnellement. » Elle regarda Sarah avec un respect nouveau. « Vos connaissances en chimie se sont avérées inestimables, mademoiselle Mitchell. Mais je dois vous demander comment une ancienne étudiante en chimie du MIT a fini par travailler à l'entretien d'un hôpital. »« La vie a pris un tournant inattendu, » répondit simplement Sarah. « Des responsabilités familiales. » Lell acquiesça d'un air pensif. « Eh bien, votre instinct scientifique reste aiguisé. Peu de gens auraient fait le lien, même avec une formation médicale. » Alors qu'elles finalisaient leur plan d'action, la porte du laboratoire s'ouvrit brusquement. Le cœur de Sarah se serra lorsque Mme Jenkins entra, le visage déformé par la colère. « Mitchell, je vous ai cherché partout, » lança-t-elle. « Rodriguez a admis que vous aviez échangé vos tâches sans autorisation. C'est un motif de licenciement immédiat. » Elle s'interrompit, remarquant enfin la présence du Dr. Lell et du chef Edwards. « Que se passe-t-il ici? Votre employé de ménage a peut-être sauvé la vie de M. Reynolds, » déclara froidement le Dr. Lell, révélant ainsi un crime grave. Jenkins cligna des yeux perplexes. « Je ne comprends pas. »« Vous comprendrez, » lui assura Edwards. « Pour l'instant, je vous suggère de nous aider plutôt que de nous gêner. » Alors que Jenkins prenait conscience de la réalité de la situation, son expression passa de la colère à l'incrédulité. Mitchell a découvert cela, mais elle n'est qu'une chimiste hautement qualifiée qui travaillait comme femme de ménage, interrompit Ethan d'un ton sec, et qui a remarqué ce qu'une équipe médicale entière avait manqué. Jenkins se tut, visiblement en train d'assimiler cette révélation. « Nous devons agir rapidement, » annonça Lell. « Edwards va sécuriser la chambre de Reynolds et retirer tous les produits de soins personnels. Je vais commencer le traitement immédiatement. Dr. Carter, veuillez compiler un dossier médical complet sur l'empoisonnement au thallium pour les médecins traitants. Mademoiselle Mitchell, nous aurons besoin de votre déclaration officielle pour les dossiers de l'hôpital et la police. »« Et Caldwell » demanda Sarah, immédiatement préoccupée par Emily. « Il se méfie déjà de moi. S'il se rend compte que nous sommes sur sa piste avant l'arrivée de la police, » l'expression d'Edwards se durcit. « Je vais immédiatement poster des agents de sécurité devant la chambre de Reynolds et contacter la police de Boston pour une intervention d'urgence. »« Où est Caldwell maintenant? »« Il a quitté l'hôpital après sa deuxième visite, » répondit Sarah. « Vers 21 heures, restez ici dans le laboratoire jusqu'à ce que nous confirmions qu'il est en garde à vue, » ordonna Edwards. « C'est sécurisé et l'accès nécessite une carte. » Les heures suivantes se déroulèrent dans un tourbillon d'activités. Sarah fit sa déposition tandis que le Dr. Lell commençait le traitement d'urgence de Reynolds. Les images de vidéosurveillance de l'hôpital furent récupérées, confirmant les observations de Sarah concernant les manipulations répétées de Caldwell sur la crème. La police de Boston arriva et sécurisa la chaîne de preuves, recueillant les dépositions officielles de toutes les personnes impliquées.
Vers minuit, le chef Edwards revint au laboratoire où Sarah attendait avec Ethan. La police de Boston vient d'arrêter Caldwell à son hôtel, rapporta-t-il. Ils ont trouvé des composés de thallium en sa possession, ainsi que des notes détaillant les dosages et les réactions physiologiques attendues. Il est accusé de tentative de meurtre. Sarah fut soulagée. Et M. Reynolds réagit bien au traitement initial. Edwards répondit, « Le Dr. Lell dit que vous avez identifié l'empoisonnement juste à temps. 1 ou 2 jours de plus auraient pu être fatal pour un rétablissement complet. » Alors que l'adrénaline de la nuit commençait enfin à retomber, Sarah vérifia son téléphone. 3 appels manqués de Mme Perez. Elle réalisa soudainement qu'il était très tard. « Emily, je dois rentrer chez moi pour voir ma fille, » dit-elle d'un ton pressant. « Je vous conduis, » proposa immédiatement Ethan. « Ce n'est pas prudent de prendre les transports en commun à cette heure-ci. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, le Dr. Lell s'approcha avec une nouvelle inattendue. M. Reynolds avait brièvement repris conscience pendant le traitement. Elle les informa. Lorsque je lui ai expliqué ce qui s'était passé et qui avait découvert l'empoisonnement, il a demandé que la femme de ménage à l'esprit scientifique soit présente lors de l'examen du cas demain. Ses mots exacts ont été « Je veux rencontrer la femme qui a vu ce que tout le monde a manqué. » Sarah était stupéfaite, moi, à une réunion médicale officielle. « Et ce n'est pas tout, » ajouta-t-elle avec un début de sourire. « Il a demandé que vous emmeniez votre fille également. Il semble très intéressé par la jeune scientifique qui a été la première à remarquer l'odeur de Penny. » Dans la voiture qui les conduisait à l'appartement de Sarah, les événements de la nuit semblaient presque irréels. « Je n'arrive toujours pas à croire que ça ait marché, » murmura-t-elle. « Que quelqu'un nous ait cru. »« Les preuves parlent d'elles-mêmes, » répondit simplement Ethan. « Tu les as rassemblées méthodiquement et présentées clairement, exactement comme le ferait tout bon scientifique. »« Je n'ai pas été scientifique depuis 8 ans, » dit Sarah doucement. « Juste une mère qui essaye de joindre les 2 bouts. » Ethan lui jeta un bref coup d'œil avant de reporter son attention sur la route. « Je ne suis pas d'accord. La science n'est pas seulement un métier. C'est une façon de penser, d'observer, de tester. Tu n'as jamais cessé d'être scientifique, Sarah. Tu as simplement appliqué ces compétences dans des circonstances différentes. » Alors qu'ils arrivaient devant son modeste immeuble, Sarah vit Mme Perez, qui regardait anxieusement par la fenêtre du rez-de-chaussée. « Merci, » dit-elle en se tournant vers Ethan. « De m'avoir cru, de m'avoir aidé. Je viendrai vous chercher demain à 10 heures pour l'examen du dossier, » répondit-il. « Essayez de vous reposer. Le plus dur est passé. » Mais tandis que Sarah montait les escaliers menant à son appartement, où Emily l'attendait avec des questions inquiètes, elle n'était pas tout à fait sûre que ce soit vrai. Le plus dur, expliquer à sa fille de 7 ans comment ses observations innocentes avaient permis de découvrir un crime, faire face à l'administration de l'hôpital et aux interrogatoires de la police, voire à l'attention des médias, ne faisait peut-être que commencer. 3 semaines plus tard, Sarah se tenait devant le miroir de son appartement, reconnaissant à peine son reflet. La robe bleu marine, le premier vêtement neuf qu'elle avait acheté depuis des années, lui allait à merveille. Son élégance simple contrastait fortement avec son uniforme pratique habituel. À côté d'elle, Emily tournoyait dans une nouvelle robe jaune, son excitation palpable. « Est-ce que j'ai l'air d'une vraie scientifique, maman ?» demanda-t-elle en ajustant le petit microscope que Sarah lui avait donné ce matin-là. Un cadeau d'Ethan pour commémorer la première découverte scientifique d'Emily. « La scientifique la plus brillante que je connaisse, » lui assura Sarah en lissant les cheveux de sa fille. « Prête pour la grande réunion? » Emily acquiesça solennellement. « Monsieur Reynolds veut nous remercier d'avoir résolu le mystère de l'odeur des pièces de monnaie. Le Dr. Ethan m'a expliqué. Le méchant homme mettait du métal dans la crème pour rendre Monsieur Reynolds malade. Sarah avait eu du mal à expliquer la situation à Emily, voulant honorer le rôle de sa fille sans l'accabler avec les aspects les plus sombres. Ethan l'avait aidé en utilisant des explications scientifiques adaptées à son âge, qui mettaient l'accent sur le travail de détective plutôt que sur la malveillance qui se cachait derrière. Les dernières semaines avaient été mouvementées. Reynolds avait remarquablement bien réagi au traitement au thallium, son état s'améliorant de jour en jour une fois l'empoisonnement traité. Caldwell était toujours en détention, sa demande de libération sous caution ayant été rejetée en raison de la gravité des accusations et des preuves découvertes dans sa chambre d'hôtel. Il prévoyait de prendre le contrôle de Reynolds Quantum par le biais de ce qu'il appelait de manière effrayante la sélection naturelle technologique.
L'hôpital avait été plongé dans la tourmente par cette affaire. Le Dr. Westfield avait d'abord tenté de minimiser le rôle de Sarah, suggérant dans ses premières déclarations à la presse que c'était l'enquête minutieuse de l'équipe médicale qui avait conduit au diagnostic. Ce récit s'était rapidement effondré lorsque le Dr. Lell et Ethan avaient refusé de participer à ce que Lell avait qualifié sans détour de révisionnisme visant à sauver la face. Sarah s'attendait à perdre son emploi à la suite de ces événements, quel que soit son rôle dans la révélation du crime. À sa grande surprise, elle a été mise en congé administratif rémunéré dans l'attente d'un examen de sa contribution, selon la lettre maladroitement formelle des ressources humaines. Un coup à la porte annonça l'arrivée d'Ethan. Comme Sarah, il était habillé de manière plus formelle que d'habitude, avec un costume gris anthracite et une cravate bleue. « La voiture attend en bas », dit-il en souriant à Emily, qui l'accueillit avec enthousiasme. Reynolds avait insisté pour l'envoyer. Il avait dit que c'était le moins qu'il puisse faire. La voiture noire élégante ne les conduisit pas à l'hôpital, mais au siège social de Reynolds Quantum, dans le centre-ville de Boston, une tour de verre étincelante avec le logo en spirale distinctif de la société gravé au-dessus de l'entrée. Dans le hall, un agent de sécurité les accueillit par leur nom. « Monsieur Reynolds vous attend à l'étage de la direction », dit-il en les accompagnant jusqu'à un ascenseur privé. Il attend cette réunion avec impatience depuis une semaine. L'étage de la direction était étonnamment chaleureux et accueillant, avec un design moderne, mais des coins salons confortables, des plantes et des œuvres d'art abstraits qui créaient une atmosphère réfléchie plutôt qu'une ambiance d'entreprise stérile. Maxwell Reynolds les attendait dans une salle de conférence baignée de soleil. Bien qu'il fût encore plus mince que sur les photos prises avant son empoisonnement, il semblait remarquablement rétabli, alerte, ses couleurs étaient revenues et il se tenait debout sans aide. À ses côtés se tenait une élégante femme plus âgée que Sarah, reconnue comme étant Laura Reynolds, son épouse et directrice des opérations de l'entreprise. « Enfin », dit Reynolds chaleureusement, tendant d'abord la main à Sarah, puis s'agenouillant légèrement pour serrer celle d'Emily avec le même sérieux. Les esprits scientifiques derrière le mystère. « Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons beaucoup à discuter. » Au cours de l'heure qui suivit, Reynolds exprima sa profonde gratitude, écoutant attentivement Sarah et Ethan raconter tout le processus d'enquête. Emily lui montra fièrement son carnet, qu'il examina avec un intérêt sincère. « Remarquable capacité d'observation », commenta-t-il en tournant les pages avec soin. « Le schéma est clair lorsqu'il est correctement documenté. Vous avez un talent naturel pour la méthode scientifique, jeune fille. » Emily rayonna de joie devant cet éloge. « C'est maman qui m'a appris. Elle fait des expériences avec moi à la maison parce qu'elle n'a pas pu terminer ses études de scientifique. » Reynolds haussa un sourcil et regarda Sarah. « Elle n'a pas pu terminer? Le programme de chimie du MIT? » Sarah expliqua brièvement. « Des circonstances familiales l'en ont empêché. » Reynolds hocha la tête d'un air pensif. Le Dr. Carter en a parlé. Il lui manquait 3 semestres pour obtenir son diplôme, je crois. « Oui, » confirma Sarah, se demandant pourquoi ce détail semblait important pour lui. « Eh bien, » dit Reynolds en échangeant un regard avec sa femme, « cela nous amène à l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Laura et moi avons discuté d'une manière appropriée d'exprimer notre gratitude, non seulement pour avoir sauvé ma vie, ce qui est inestimable, mais aussi pour m'avoir rappelé quelque chose que je défends depuis longtemps dans la philosophie de notre entreprise, à savoir, demanda Ethan, que le génie existe partout, pas seulement dans les institutions prestigieuses ou les endroits attendus, répondit Reynolds, que l'observation et l'innovation peuvent en venir de n'importe qui si on lui en donne l'occasion. Il se pencha en avant, l'air sérieux. Madame Mitchell, Sarah, vos actions illustrent parfaitement les principes sur lesquels j'ai fondé cette entreprise. Le potentiel humain est renforcé par les opportunités, il n'est ni remplacé ni négligé. Laura Reynolds prit la parole pour la première fois, d'une voix chaleureuse mais professionnelle. Nous aimerions vous proposer un poste chez Reynolds Quantum Sarah au sein de notre nouvelle division de recherche en toxicologie. Ce poste comprendrait le financement nécessaire pour terminer vos études au MIT avec un horaire flexible pour vous permettre de vous acquitter de vos responsabilités parentales. Sarah était stupéfaite. Cette offre dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Je ne sais pas quoi dire. Il y a plus, poursuivit Reynolds. Nous créons une fondation éducative pour les personnes dont le parcours universitaire
a été interrompu par des obligations familiales ou des difficultés financières. La première initiative sera un programme de bourse pour les parents qui reprennent des études dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Et Laura ajouta avec un sourire adressé à Emily, un programme d'accompagnement appelé Jeunes observateurs pour les enfants montrant des aptitudes scientifiques, des ateliers le week-end, des programmes d'été, des possibilités de mentorat. Nous aimerions lui donner votre nom à tous les deux, dit Reynolds doucement. L'initiative Mitchell, si cela vous convient. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. C'est incroyablement généreux. C'est incroyablement nécessaire, corrigea Reynolds doucement. Chaque jour, des talents sont gaspillés parce que les opportunités ne sont pas réparties équitablement. Votre histoire a mis en évidence cette réalité de la manière la plus personnelle qui soit. Emily tira sur la manche de Sarah. Cela signifie-t-il que tu peux redevenir scientifique, maman? Pour de vrai? La question cristallisa l'instant. Sarah regarda le visage plein d'espoir de sa fille, puis le sourire encourageant d'Ethan, et enfin Reynolds, qui attendait patiemment sa réponse. « Oui, répondit-elle fermement. « Je pense que oui, acquiesça Reynolds, satisfait. « Excellent, le docteur Carter a déjà accepté de siéger au comité consultatif de l'initiative, apportant son expertise médicale tout en conservant son poste à l'hôpital. » Ses yeux brillaient, même si je soupçonne que son intérêt n'est pas purement professionnel. Sarah sentit ses joues s'empourprer, tandis qu'Ethan s'éclaircissait la gorge avec maladresse. La réunion s'est terminée par des détails pratiques. Sarah commencerait à temps partiel tout en terminant ses études, et Emily serait inscrite au programme de garde d'enfants sur place de l'entreprise. La fondation serait lancée dans 6 mois, ce qui laisserait à Sarah le temps de s'adapter à son nouveau rôle avant de s'impliquer davantage publiquement en tant que porte-parole et première réussite de l'initiative. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Reynolds les retint et demanda à Sarah de lui parler en privé. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, » dit-il une fois qu'ils furent seuls. « Le conseil d'administration de l'hôpital m'a contacté pour me demander conseil sur la manière de gérer les relations publiques dans cette situation. Ils étaient particulièrement préoccupés par le fait qu'un membre du personnel de nettoyage avait en quelque sorte éclipsé toute leur équipe médicale. » Sarah soupira. « Je m'attendais à quelque chose comme ça. Leur proposition initiale était de minimiser votre rôle ou de le présenter comme un effort collaboratif mené par le personnel médical. » Reynolds confirma. « J'ai refusé de coopérer avec tout récit qui minimisait votre contribution. En fait, j'ai clairement indiqué que toute tentative en ce sens entraînerait mon opposition publique. »« Merci, » dit simplement Sarah. « Ne me remerciez pas encore, » répondit Reynolds avec une pointe d'espièglerie. « J'ai peut-être aussi suggéré que leurs pratiques en matière de personnel et leur culture hiérarchique méritaient d'être revues et que Jenkins pourrait bénéficier d'une formation à la sensibilité. » Sarah ne put s'empêcher de rire à cette image. Elle n'est pas si mauvaise, vous savez, juste un peu rigide peut-être, mais je crois comprendre qu'elle s'est montrée remarquablement accommodante depuis la réunion d'urgence du conseil d'administration au sujet de l'incident. Reynolds sourit. Parfois, les systèmes ont besoin d'être perturbés pour évoluer. À l'extérieur du bâtiment, Ethan attendait avec Emily, qui expliquait fièrement son épingle à microscope à un agent de sécurité. « Prête pour la prochaine étape ?» demanda-t-il lorsque Sarah les rejoignit. « Je pense que oui, » répondit-elle en prenant la main d'Emily. « Il y a beaucoup à assimiler. »« Un jour à la fois, » suggéra Ethan. « À propos, vous voulez aller manger une glace? Il y a un excellent endroit près du jardin public. » Une glace, Emily s'est réjouie. La décision était prise. Alors qu'ils marchaient dans les rues animées du centre-ville en direction du jardin, Sarah a ressenti une étrange sensation nouvelle, une possibilité. Pendant des années, son horizon avait été défini par la nécessité et les limites. À présent, de manière inattendue, des portes s'ouvraient. « J'ai réfléchi, » dit Ethan avec désinvolture alors qu'ils se promenaient, Emily sautillant devant eux. L'initiative Mitchell aura besoin de programmes éducatifs, d'activités scientifiques conçues pour différents groupes d'âge. Tes expériences à la maison avec Emily correspondent exactement au type d'approche que nous souhaitons développer. Sarah sourit. « Tu me proposes déjà un autre travail. Je n'ai même pas encore commencé le premier. »« Ce n'est pas un travail, » précisa-t-il. « Une collaboration. J'ai une formation médicale. Tu as des connaissances en chimie et le don de rendre des concepts complexes accessibles aux enfants. Ensemble,
Nous pourrions créer quelque chose de remarquable. Ensemble, répéta Sarah, testant le mot. Après avoir porté seule tous les fardeaux pendant des années, ce concept lui semblait à la fois étranger et étonnamment juste. J'aimerais beaucoup. 6 mois plus tard, Sarah se tenait dans les locaux récemment rénovés de la fondation Reynolds Quantum, regardant Emily montrer une réaction chimique qui changeait de couleur à un groupe d'enfants aux yeux écarquillés, les premiers participants au programme Young Observers. Derrière les enfants, des parents participant à l'initiative d'éducation des adultes observaient, prenant des notes pour leurs propres études. Sur le mur derrière eux était accrochée une simple plaque métallique. À l'esprit qui voit ce que les diplômes ne peuvent enseigner, Sarah sentit une présence à côté d'elle et se retourna pour trouver Madame Jenkins, désormais inscrite elle-même au programme d'éducation des adultes après un changement de carrière inattendu. « Je ne me suis jamais vraiment excusé », dit doucement l'ancienne superviseure, « de ne pas vous avoir vu clairement. Nous manquons tous des choses parfois, » répondit Sarah. « L'important, c'est d'être prêt à regarder à nouveau. » De l'autre côté de la pièce, Ethan croisa son regard et lui sourit chaleureusement. Leur collaboration avait évolué au-delà des programmes éducatifs pour s'épanouir en une relation fondée sur le respect mutuel et un objectif commun. La semaine suivante, ils se joindraient à eux pour leurs expériences traditionnelles du dimanche, désormais menées dans le nouvel appartement de Sarah, avec un équipement de sécurité adéquat et un véritable microscope pour Emily. Reynolds lui-même rendait parfois visite à la fondation, complètement rétabli et plus engagé que jamais dans sa vision d'une technologie qui améliore le potentiel humain plutôt que de le remplacer. La fusion avec TechFusion avait abouti, créant la plus grande entité mondiale spécialisée dans l'informatique quantique centrée sur l'humain. Dans ses interviews, il attribuait souvent à son expérience de la catastrophe le mérite d'avoir clarifié l'orientation philosophique de son entreprise. À la fin de la démonstration, Emily se précipita vers eux, le visage rouge d'excitation. « Maman, tu as vu? Les expériences de tout le monde ont changé de couleur, comme nous l'avions pratiqué. J'ai vu des scientifiques, » affirma Sarah, en serrant sa fille dans ses bras. « Tu es une excellente enseignante, » a déclaré le Dr. Ethan. « Peut-être que le mois prochain, je pourrai leur montrer l'expérience sur l'électricité, » a poursuivi Emily avec enthousiasme. Et il a dit que nous pourrions bientôt visiter ton nouveau laboratoire au MIT. « C'est vrai, » a confirmé Sarah. Son programme d'études progressait bien et l'obtention de son diplôme n'était plus un rêve lointain, mais une réalité à quelques mois. Plus tard dans la soirée, alors qu'Emily se préparait à aller se coucher dans leur nouvelle maison, elle s'est arrêtée, pensive. « Maman, tu te souviens quand tu as dit que les adultes doivent parfois résoudre des problèmes même si cela fait peur? » « Je m'en souviens, » répondit Sarah, assise sur le bord du lit. « Je pense que c'est ce que font vraiment les scientifiques, » conclut Emily. « Ils voient des problèmes que personne d'autre ne remarque et ils sont assez courageux pour les résoudre. » Elle serra son cahier contre sa poitrine, l'original étant désormais conservé dans une pochette de protection. « Un jour, je serai ce genre de scientifique. »« Tu l'es déjà, ma chérie, » lui assura Sarah, en repensant à l'odeur métallique de la pièce de monnaie qui avait tout déclenché. La meilleure qui soit. Alors qu'Emily s'endormait, Sarah se tenait près de la fenêtre, contemplant la silhouette de Boston. Tant de choses avaient changé en 6 mois. Pas seulement sa situation, mais aussi la perception qu'elle avait d'elle-même. La scientifique qu'elle avait été et la mère qu'elle était devenue n'étaient finalement pas des identités distinctes, mais des parties intégrantes d'une même personne. Son téléphone vibra, signalant un message d'Ethan. Les résultats de la session d'aujourd'hui semblent prometteurs. La compréhension des enfants des réactions chimiques de base s'est considérablement améliorée. Les données confirment notre approche, et aussi dîner demain. Sarah sourit et répondit par écrit. Les données nécessitent une étude plus approfondie. Dîner confirmé, la méthode scientifique à l'œuvre. Elle pensa à l'observation, à l'hypothèse, à l'expérimentation, à la conclusion. Cela avait résolu un mystère, lui avait sauvé la vie et avait ouvert de manière inattendue un nouveau chapitre de sa propre histoire, qu'elle écrivait désormais non par nécessité, mais par choix. Le cahier d'Emily était ouvert sur le bureau, son écriture enfantine capturant l'essence de tout ce qui s'était passé. Voir, écrire, tester. C'était ainsi que tout avait commencé et c'était ainsi que tout allait